Mais qu'est-ce que tu fous habillé comme ça? Oui. Je me suis dit qu'on pouvait se démarquer comme ça. Lancer ce style, qu'on puisse nous décoller avec la chaîne. Yo, bien ou bien? On débarque dans ce beau horlogisme. Tu comptes nous faire tout l'épisode en parfait cliché raté du hip-hop des années 90 ou on peut commencer cette vidéo de manière plus conventionnelle? Bon, trêve de conneries. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel horlogisme. Comme l'intro ne le laisse pas du tout supposer, et pour une fois c'est pas du sarcasme, aujourd'hui on continue dans la lancée de la dernière vidéo et on va vous parler de la création des pendules jusqu'à nos montres actuelles. Je sens que ça va être encore une longue vidéo. Chut, tu vas les faire fuir. D'ailleurs, si vous avez tenu jusqu'ici et que vous n'êtes pas encore abonné, je pense que c'est le moment parfait pour le faire et activer les notifications. Bon, si on entrait dans le vif du sujet? Titre. Alors, donc, les premières pendules. Comme vous pouvez l'imaginer, c'était petit, discret et vachement fiable. Ou pas. Historiquement, les premières pendules font leur apparition vers l'an 1200. Bien entendu, avant cette époque, on trouvait déjà des roues dentées, des vis sans fin et d'autres éléments du mécanisme de pendule, mais il manquait deux éléments primordiaux pour qu'une pendule soit réellement une pendule. Un mécanisme d'échappement et un organe réglant. C'est chose faite avec l'invention de l'échappement à roue de rencontre et folio. Si ces deux termes ne vous disent strictement rien, on vous renvoie vers notre troisième horlogisme, comment fonctionne une montre. On vous la met en description, et ici en haut à droite de l'écran. Pour votre culture générale, les roues dentées, les vis sans fin, mais également les poulies sont attribuées à Archimède et datent de 207 avant Jésus-Christ. Par contre, le premier échappement, lui, ne daterait que de l'an 1000. On voit qu'on a mis du temps avant d'avoir plus précis. Cet échappement serait l'œuvre du pape Sylvestre II, encore un pape, et de son vrai nom Gerbert d'Aurillac, en l'an 1000. Mais il n'y a pas d'éléments fiables qui permettent de l'attester, et les historiens actuels ont réfuté cette théorie, tout comme le fait que la première horloge de France serait celle de Sens. Au final, c'était des mécanismes qui indiquaient l'heure, mais pas de manière totalement mécanique comme une horloge, mais plutôt en fonction de la position des étoiles, comme un nocturlabe. Un quoi ? Un nocturlabe. C'est comme un astrolabe, mais pour la nuit. Ça permet de déterminer l'heure en fonction de la position d'une étoile dans le ciel. Mais oui, ça ressemble en gros à un truc avec un cadran et plein d'aiguilles. Alors le premier pendule date de quand ? De ce qu'on a trouvé comme document, c'est plutôt vers la fin du XIIIe siècle qu'on voit apparaître les premières vraies horloges mécaniques. Par contre, on n'est pas encore sur des horloges à pendule comme celles qu'on connaît maintenant, mais sur des horloges dites à folio. Oui, on est vraiment sur quelque chose de très rudimentaire, entièrement fait en fer forgé et qui à cette époque-là coûtait extrêmement cher. D'ailleurs, ces horloges se trouvaient principalement en haut des clochers et servaient à indiquer les heures des prières. Oui, mais du coup, on avait quoi comme précision sur ce genre de pendule ? On se situait entre 15 et 60 minutes par jour, donc environ la même précision que les cadrans solaires pour la même époque. Je comprends pourquoi on a continué à avoir des cadrans solaires, vu que c'était la même précision pour beaucoup moins cher. Mais est-ce qu'elles avaient toutes la même tronche ? Ouh, toi tu veux une nouvelle transition, hein ? Tu veux faire quoi comme transition ? Je m'attends au pire. Bon, avant de directement parler du style de ces pendules, on va aussi aborder les styles architecturaux de cette époque. Ouais, mais on sait que là, on était vers la fin du Moyen-Âge. Donc pour ceux qui suivent l'époque de... Quasimodo! C'est la mer Noire. Non. Bon ok, ma réponse est un peu con, mais en fait pas tant que ça puisque Notre-Dame de Paris est un très bel exemple de gothique rayonnant.
Grosso modo, pour les horloges, ce style va de 1300 à 1400, puis est suivi du gothique flamboyant de 1400 à 1500. Avant ça, on va parler de gothique primitif. Pour l'architecture, c'est presque les mêmes dates, soit 1130 à 1190 pour le gothique primitif, 1190 à 1230 pour le gothique classique, 1230 à 1350 pour le rayonnant, et 1350 à 1490 pour le flamboyant. Un bon exemple d'église dans le style gothique flamboyant, c'est l'église Notre-Dame de Louviers en Normandie. On voit que plus on avance dans l'évolution des styles gothiques, plus c'est chargé sur les églises. Au final, pour les pendules, c'est exactement le même principe. Les premières étaient ultra sobres et ultra simples. On parle ici d'immenses horloges de clocher qui font pas loin d'1 mètre cube. Et encore, on est beaucoup plus proche de la mécanique et de la ferronnerie que réellement de l'horlogerie moderne. Et vous imaginez bien que ça fait un sacré bordel quand ça fonctionne. Mais on trouve quand même quelques pendules de format plus réduit dans le style gothique primitif avec des pierres en guise de poids fournissant l'énergie et un folio également régulé par des pierres. Bon, ça fait déjà quelques fois qu'on parle d'un folio, va peut-être falloir expliquer ce que ça fait, non? Et c'est parti pour un point technique. Une nouvelle transition. On va essayer de faire simple, mais on va commencer à vous donner les noms des différentes pièces qui composent les pendules. Et pour entrer dans le vif du sujet, autant commencer par le plus compliqué. C'est pas si compliqué que ça. Qu'est-ce qu'on a dit sur le fait de pas les effrayer? Pardon. Mais vous verrez, c'est tout simple. Alors, notre échappement est composé de plusieurs éléments. En premier, on a notre roue d'échappement ou roue de rencontre, qui se trouve en bout de course du rouage. Comme dit, sur ces premières pendules, c'est de simples pierres qui viennent fournir l'énergie à la pendule. Cette roue de rencontre va venir travailler avec des palettes placées sur un axe qu'on appelle une verge. Ouais, me demandez pas pourquoi, j'ai fait plein de recherches, je sais toujours pas pourquoi ça porte ce nom-là. C'est ces palettes qui viennent bloquer et libérer à tour de rôle la roue de rencontre, d'où le terme roue d'échappement, car elle échappe à l'oscillateur. Oscillateur qui, dans notre cas, est le folio qui se trouve au sommet de la verge. Mais je sens que ce passage va pas être simple pour certains. J'y peux rien, hein, on a dit qu'on donnait les termes techniques. Et au final, le folio comporte des poids qui permettent de le faire aller plus ou moins vite, et essayer de corriger la marche pour ne pas être à 3 heures d'avance et de retard par jour. C'est clairement pas le système le plus précis du monde. N'empêche, il permet d'afficher des heures de jour comme de nuit et sur une bonne semaine. Concrètement, la roue d'échappement pousse le folio via les palettes dans un sens, puis en avançant, une autre dent tombe contre la deuxième palette, le faisant reculer et ainsi de suite. On obtient notre tic-tac pour les toutes premières pendules. Et ben voilà, on y est arrivé. Pas si difficile, non? Et du coup, globalement, jusqu'en 1450, toutes les horloges, qu'elles soient énormes pour être dans des clochers, ou beaucoup plus petites chez des rois ou de riches églises, vont fonctionner exactement sur le même principe. Les principales différences seront au niveau des types de sonneries, du nombre de cloches et de l'évolution du style en fonction des époques. Ouais, après, ça s'emballe. Enfin, quand on dit après, c'est surtout dès l'apparition des ressorts et de leur utilisation dans les pendules dès 1458. Car, qui dit ressort, dit horloge transportable. Dès le moment où l'énergie est transmise par un ressort et plus des poids, on peut rapidement envisager de faire des pendules de table, de cheminée et, dans le même ordre, miniaturiser ces immenses pendules de clocher pour plus facilement les faire rentrer dans nos maisons. Et après, dès le moment où on a une petite pendule de table, on n'est plus très loin d'avoir une grosse montre de poche. D'ailleurs, faites attention dans quelle poche vous portez votre montre, vous risqueriez d'être déséquilibré. Par contre, et histoire de directement enlever tous les doutes, on sait pas qui est le premier à avoir créé une montre de poche. Il semble que plusieurs montres soient apparues à la même époque en Allemagne, en Italie et en France, vers la fin du XVe siècle. Une des plus anciennes montres connues et dont on a la preuve de son existence date de 1530 et est d'un fabricant inconnu. Elle fonctionne entre 12 et 16 heures et indique les heures et les demi-heures via une seule aiguille. Ouais, on est bien loin de certaines de nos montres actuelles en termes de précision et de réserve de marche. Après, il faudra attendre 1812 pour que la toute première montre bracelet soit créée par Abraham Louis Breguet. Encore ? Et oui, cette fois-ci, c'est une commande pour la reine Caroline Murat qui n'est autre que la sœur de Napoléon. Mais la montre bracelet reste encore anecdotique à cette époque-là. La montre gousset restant le top du top pour la mode masculine, tandis que les femmes portaient principalement des montres pendentifs.
Au final, c'est surtout au XXe siècle que la montre bracelet commence à se démocratiser, surtout chez les hommes, et dans des emplois principalement techniques comme le pilotage d'un avion. Ouais, j'imagine mal quelqu'un prendre le temps de sortir sa montre à gousset dans sa poche tout en tentant de faire voler un coucou début 1900. C'est exactement ça, et une des premières montres bracelet modernes a été demandée par la légende de l'aviation Alberto Santos Dumont, qui au passage est le premier à établir un vol public d'un avion le 23 octobre 1906 à Bagatelle, à côté de Paris. Et cette commande, il l'a fait à un de ses amis, Louis Cartier, qui lui créa la Santos Cartier en 1904. Ouais, le même qui fonde l'entreprise Cartier qui existe toujours. Et cette montre va d'ailleurs poser les bases des montres dites de pilote que presque toutes les marques ont dans leur collection à l'heure actuelle. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà pas mal d'informations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, abonnez-vous et activez les notifications comme d'hab. N'hésitez pas à partager nos vidéos et à nous lâcher un pouce bleu, ça nous permet d'avoir un meilleur référencement. Et si vous voulez avoir des informations en avance, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Instagram. On essaye d'être régulièrement actifs dessus. En attendant, pour ceux qui veulent creuser un peu plus ce sujet, on vous met toutes les sources en description. Du coup, on vous souhaite tout de bon, et à la prochaine. Faites des efforts aussi. Je mets ta relance comme ça fonctionnera mieux. Ta relance. Et ta relance. Et Tarlins. Et tu viens de ta relance, toi. Tarlins. Tarlins. Un code dans les os. Un gros gros, Tarlins. Mais ta relance. Tarlins. Est-ce que je peux incruster? Moi Je vais aussi. incruster un truc à la con. Calimana. Ou la mer Noire, tu sais. La mer noire. Ah oui, ça, la mer noire. Oui. La mer noire. La mer Noire. Ah, j'étais dedans. Je l'ai bien fait, j'étais dedans. Ça, c'est enregistré sur la boîte, là. T'as vécu le moment, mais d'une puissance. C'est bien, ça fait. Oh mon Dieu. La fatigance. Oh là là. J'en ai les larmes aux yeux. Ils sont dans le prompteur. Vas-y, descends dans le trompe. Un bon exemple d'éclipse. Un bon Un bon exemple d'éclipse. Tiens. Dit horloge transportable. C'est leur sort qui répondit. Oh putain, ce que tu sais, rien. Démocratisé, surtout chez les montres et principalement pour des utilisations techniques comme le pilotage d'un avion. Surtout chez les montres. Et comment ça se démocratise, surtout chez les montres. Et allez, je continue, ça va passer crème, J'ai tranquille. pas tilté. Dans mon cerveau, ça